Bonsoir à tous, bienvenue sur Vox Africa. Merci d'être au rendez-vous de Vice Versa, votre émission de débat et d'échange d'idées. Alors ce soir, un thème intéressant, un thème important, un petit peu institutionnel. Nous allons essayer de comprendre ce que veut dire le sigle ACP. ACP pour Afrique, Caraïbes, Pacifique. C'est un groupe de pays qui a signé un accord de coopération avec l'Union européenne, le plus grand accord mondial Nord-Sud. Nous en parlons ce soir avec les invités qui sont sur ce plateau que je vous présente dans quelques instants, à commencer par Monsieur Fernando Vano Ferreira. Vous êtes l'ambassadeur de la République du Cap-Vert auprès des institutions européennes ici à Bruxelles. Merci d'être là. Merci, bonsoir. Merci. Et alors, il y a aussi Monsieur Valérien Moudoy. Vous êtes un expert de la société civile sur justement les ACP. Merci d'être là. Merci, bonsoir. Bonsoir. Il y a aussi parmi nous mon confrère, Monsieur Alexis Kella. Vous êtes le correspondant permanent de l'agence Panapresse ici à Bruxelles. Merci d'être là. Merci. Et enfin, Monsieur Klaus Rüdischhauser, vous êtes directeur à la Direction générale de la coopération au développement, donc de la Commission de l'Union européenne, et vous êtes chargé des relations internationales, notamment les relations entre l'Union européenne et les ACP. C'est bien ça ? C'est bien ça. Bonsoir et merci de l'invitation. Merci à vous. Alors, première question d'abord pour nos téléspectateurs. Qui peut expliquer sur ce plateau, en termes clairs, en termes simples, ce que ça veut dire les ACP et qu'est-ce que c'est? Allez, je vous passe la parole à vous, puisqu'on dit qu'on ne passe pas souvent la parole à la société civile. Monsieur Moudoy, expliquez-nous ça de façon simple pour les profanes. Pour les profanes, cela veut dire que les sigles ACP, il y a l'Afrique, qui regroupe les anciennes colonies britanniques, belges, françaises, et j'en passe. Il y a les Caraïbes et il y a les Pacifiques. Donc, c'est ça qui forme le groupe ACP. Et 79 pays, c'est bien. Pays. Exactement. Bien sûr. Mais un ensemble assez hétéroclite, parce que oui, mais à la fois des pays africains, des pays des Caraïbes, et puis des pays là-bas, la Papouasie, Nouvelle-Guinée, du Pacifique. Bien sûr, si vous regardez bien, ce sont, la plupart de tous ces pays, ce sont des ex-colonies. Les ex-colonies sont britanniques, ou néerlandaises, ou françaises, ou belges, qui se retrouvent. Et vous avez des pays, des ex-colonies portugaises, les lusophones aussi s'y retrouvent. Et nous formons, les 79 États forment le groupe ACP. Alors, et Monsieur Rüdischhauser, expliquez-nous en quoi l'accord de coopération entre l'Union européenne et les ACP est-il si important? Pourquoi on dit que c'est le plus grand accord de coopération Nord-Sud? D'accord, d'abord c'est un des accords les plus anciens que l'Union européenne, dans le temps évidemment la communauté européenne, a conclu avec des pays qui effectivement étaient avant des colonies de certains de nos États membres. Cet accord a marqué le début aussi de la politique de développement, notamment avec ces pays, et remonte donc au presque tout début de la communauté européenne. C'est un accord qui s'est développé au fil des années, qui est devenu plus large et qui aujourd'hui repose sur trois piliers. Un pilier politique, c'est-à-dire des valeurs communes, des concepts communs entre l'Europe et les pays de l'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique. Un deuxième pilier sur les relations commerciales, puisque ces pays bénéficient d'un régime commercial plus avantageux que d'autres pays du monde. Et un troisième pilier sur le développement, c'est-à-dire la coopération au développement, qui, elle, bien sûr, est soutenue par le Fonds européen de développement, qui est une des plus grandes sources de financement de développement. Alors, ce qui régit justement ces accords entre l'Union européenne et les ACP, c'est notamment ce fameux accord de Cotonou, signé donc au Bénin en 2000, le 23 juin 2000, donc ça c'est la petite note d'histoire. Alors vous, Monsieur Vano Ferreira, vous êtes ambassadeur du Cap-Vert, vous avez notamment participé à la révision de cet accord qui a eu lieu en 2005. En quelques mots, que stipule cet accord, le fameux accord de Cotonou, parce qu'on en parle beaucoup, souvent dans les réunions internationales, en tout cas entre l'Union européenne et l'Afrique, on se fait souvent référence à Cotonou, c'est devenu donc en quelque sorte une référence commune. Mais c'est quoi Cotonou? Comment vous l'expliqueriez à nos téléspectateurs? Eh bien, je pense qu'il faudrait peut-être compléter sur le point de vue historique quelque chose, c'est-à-dire qu'effectivement, comme a été dit, vous avez tout à fait raison, parce qu'il y a l'ex-colonie, disons en général, des États membres de l'Union européenne qui sont rassemblés, mais pour des raisons historiques,
Vous avez d'abord Yaoundé, après vous avez eu toutes les conventions de Lomé, et on est arrivé à Cotonou. Ce qu'il faut dire, c'est que Cotonou, c'est la dernière génération de tous ces accords. Donc on a perfectionné au long des temps. Et il y a eu de nouveaux pays qui sont rentrés au fur et à mesure de leur indépendance. Alors, la question de savoir qu'est-ce que c'est Cotonou, c'est justement ce traité. Parce qu'en termes de droit, c'est un traité, c'est un accord multilatéral où sont définies toutes les relations avec notre partenaire, c'est-à-dire entre les pays dans ce cadre qui a été ventilé, notamment sur les grands principes politiques, sur la question très importante pour nous du développement, où le cadre est érigé, ainsi que toutes les questions commerciales. N'oublions pas que pas mal de pays ont des productions qui sont plutôt de monoculture et qui ont un accès préférentiel sur le marché européen. Et donc, c'est toutes ces règles. Finalement, c'est un compendium avec toutes les règles sur lesquelles se basent ces relations entre l'Union européenne et les États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique. Alors voilà, alors cet accord de Cotonou, il a été signé en 2000, il doit courir, si on peut dire, jusqu'en 2020, il a été révisé en 2005. Qu'est-ce que c'était cette révision, en deux mots? Oui, finalement, toutes les révisions sont quoi? Les révisions, je peux vous dire aussi pour l'information qu'on est en train de négocier une deuxième révision, parce que c'est prévu dans l'accord. Qu'est-ce qu'on révise? On révise les textes, les articles, donc les dispositions, qui ne sont plus adéquates aux défis que nous avons entre nous, entre partenaires. Et donc, c'est ça. Si on a besoin de changer quelque chose, on change quelque chose. Et voilà, parce qu'il faut que les relations, elles sont dynamiques. Et qu'est-ce qu'on a changé en 2005 précisément? On a changé, disons, pas mal de choses. On a changé des questions d'ordre politique. On a inclus des nouveaux thèmes politiques qui étaient intéressants, comme le terrorisme, comme les armes à destruction massive. Enfin, parce qu'il faut savoir que l'accord est conclu pour 20 ans. Mais les relations internationales sont dynamiques. Exactement. Et donc, tout évolue. de 5 en 5 ans, on fait cette actualisation, si vous voulez. Plutôt, la révision va dans ce sens. On l'a fait aussi sur d'autres domaines, comme par exemple les procédures et les règlements par rapport à tout ce qui a à voir avec le financement du développement. Finalement, c'est une adéquation. On a parlé notamment de la société civile, parce qu'on a donné plus de valeur dans l'accord. Voilà, et maintenant on essaie de faire aussi un peu, parce qu'on a mis, il y a des questions commerciales qui restent, il y a la célébration des APE, il y en a encore des questions politiques qu'on dégage, il y en a des questions qui découlent naturellement, notamment éventuellement d'autres positions par rapport à une unification de procédures. Et donc tout ça doit être traduit. Tout ça est en évolution et c'est quelque chose de dynamique. Voilà. Exactement. Alexis, un commentaire justement là-dessus? Je voulais dire que le budget du 9e Fed est passé à l'occasion. 9e Fed, il faut expliquer pour ceux qui ne sont pas spécialistes, le Fonds européen de développement. C'est une enveloppe budgétaire donc, qui est justement dédiée... L'instrument financier de l'accord de Cotonou. Voilà, exactement, pour financer l'accord de Cotonou. Oui, le 9e Fed était à 13 milliards. Maintenant, le 10e Fed, qui correspond à l'accord de Cotonou révisé, est à 22 milliards 3. Voilà, ça c'est l'élément le plus important. Et la question que je voulais poser à messieurs, c'est de savoir, est-ce que les crédits du 10e Fed sont actuellement débloqués en faveur des pays ACP? Alors voilà, il lance directement la base, cher confrère. Les instruments de ratification de l'accord de Cotonou révisé ont été déposés aussi bien par les pays ACP que par les pays de l'Union européenne. Répondez en expliquant pourquoi c'est important de... il y a une question de timing, si je comprends bien. C'est bien ça. Disons qu'il y a eu un petit décalage parce que la ratification de cette première révision de l'accord de Cotonou a duré un peu plus longtemps que prévu, mais les fonds sont débloqués. Et depuis 2008, nous sommes en plein dans la mise en œuvre du 10e Fed. Et il faut souligner que par rapport au passé, nous avons pu accélérer énormément la mise en œuvre à tel point que sur les 13 milliards, vous avez bien cité le chiffre global de 22 milliards 3, qui inclut d'autres choses, mais les 13 milliards qui sont directement le budget pour les pays qui en bénéficient à titre national. Sur ces 13 milliards, nous avons déjà maintenant engagé plus que 5 milliards, c'est-à-dire presque 40% en 2 ans, ce qui veut dire que la mise en œuvre peut commencer
très rapidement et de façon très massive. Et de la même façon, parce qu'on peut toujours dire engagé dans le langage bureaucratique, ça ne veut pas nécessairement dire grand-chose, mais nous avons aussi énormément rattrapé sur les paiements, les décaissements, à tel point que nous sommes actuellement à un rythme de à peu près 3,5 milliards de paiements par an, donc de flux réels. Alors maintenant, ce qu'il faut expliquer aussi, c'est que notamment, on est à une période, si on peut dire, cruciale. Pourquoi? Parce que le traité de Lisbonne, donc, qui va parachever, si on peut dire, l'intégration de l'Union européenne, va entrer en vigueur le 1er décembre prochain. En principe, exactement. En tout cas, il va entrer en vigueur. Et notamment, et cet accord de Cotonou qui règle, qui est justement la base juridique de l'accord de coopération entre l'Union européenne et les pays ACP, il court jusqu'en 2020. Mais est-ce qu'il y a une articulation particulière entre l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne et l'accord de Cotonou? Est-ce qu'il n'y a pas de télescopage entre les deux? Parce que dans le traité de Lisbonne, l'Europe parle aussi de politique extérieure. Alors je voudrais vous demander, par exemple, à vous qui vous occupez de la société civile, est-ce que vous pensez qu'il y a quelque chose à revoir parmi ça? Oh, bien sûr que oui, il y a quelque chose à revoir parce que les inquiétudes, il y a des inquiétudes du côté africain notamment. Très bien, quand vous regardez le traité de Nice, dans le traité de Nice, les ACP étaient mentionnés. Or, dans le traité de Lisbonne, en aucun moment on parle ACP. Tout le monde est mis dans le même sac, les pays tiers, parce que l'article 228 sans être trop technique. Qui parlait des accords de Cotonou, de fait, n'existe plus. Alors nous nous posons la question, comment l'Union européenne va-t-elle articuler maintenant ses relations, étant donné que la crainte, c'est de se voir que les relations, soi-disant privilégiées entre les États ACP et l'Union européenne, seront confondues dans la masse commune, donc avec les risques de voir ce qu'on a vu quand il y a eu la chute du mur de Berlin, que plus l'Europe allait vers l'Europe de l'Est, que c'est aussi cette inquiétude-là. Mais je crois que nous avons les directeurs de la Commission des relations qui pourraient bien nous expliquer, parce que nous l'avons vu. Est-ce que, Monsieur Klaus, est-ce que ces inquiétudes sont-elles fondées? Non, bien sûr que non. Il est vrai que jusque maintenant, les traités successifs contenaient une référence à ce partenariat avec les pays ACP. Et c'était le seul qui était mentionné. Et donc, c'est une simple question de rédaction juridique qui a fait que le traité de Lisbonne ne contient plus une référence à l'accord de Cotonou. Mais cela ne veut en rien dire que l'engagement du côté européen par rapport aux pays ACP soit mis en cause. Mais pourquoi alors ça ne se trouve pas? Parce que vous dites c'est juste, c'est quoi? C'est un oubli? On avait isolé un seul groupe de pays, alors que l'Union européenne a des partenariats avec d'autres pays, avec d'autres groupements de pays. Et donc, c'est une question, si vous voulez, de ne plus isoler un seul groupe de pays dans un traité qui, de toute façon, ne les concerne pas directement, il concerne l'Union européenne. Après, les relations de l'Union européenne avec les pays... Ça veut dire que les pays ACP ne bénéficieront plus d'une situation privilégiée comme c'était auparavant? C'était pas parce qu'ils étaient mentionnés dans le traité qu'ils avaient une position privilégiée, c'était grâce à l'accord de Cotonou et de ses prédécesseurs. Donc ce n'est pas le traité de Nice ou de Lisbonne qui fonde ce partenariat privilégié. Il existe, il va continuer à exister. Comme il a été bien dit, ce traité, il est révisé tous les 5 ans pour permettre de le mettre à jour, de le garder vivant, de le garder ce partenariat vivant. Donc la crainte, elle est compréhensible. Il y a évidemment des gens qui se disent « mais pourquoi ça n'apparaît plus ?» Mais elle n'est pas fondée parce qu'il n'y a aucun changement dans la politique vis-à-vis des pays ACP. Alexis, un commentaire. C'est-à-dire que l'élément important, c'est la budgétisation du Fed. Dans les négociations sur la Convention qui a précédé le traité de Lisbonne, il était question que les crédits accordés aux pays ACP soient budgétisés dans le cadre de l'ensemble du budget de l'Union européenne. Et qu'est-ce qui va changer alors? Non, ça ne sera plus le cas justement. Dans le traité de Lisbonne, il n'est pas question de budgétiser le Fed. Donc il ne sera pas compris dans le budget de l'Union européenne, monsieur l'ambassadeur. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire inquiétude fondée de la part des pays ACP, notamment des pays africains? Non, la budgétisation implique que les fonds qui restent, qui ne sont pas utilisés dans un exercice, ne sont pas reportés à l'autre. Ça, c'était l'aspect le plus important. Et comme ça a été abandonné dans le traité de Lisbonne,
Donc on reste dans le même système, c'est-à-dire que les fonds qui restent, par exemple, pour le 9e Fed, peuvent être reportés au 10e Fed. Et il y a des pays, d'ailleurs, qui ne reçoivent rien. C'est, par exemple, la Guinée équatoriale ou le Gabon, par exemple. Non. La Guinée équatoriale, ça c'est une autre paire de manches. Parce qu'ils ont mis des réserves sur l'accord de Cotonou. Ça c'est une autre paire de manches, ça n'a rien à voir. Bon, on va pas venir dans ce détail ici. Mais donc ça veut dire quoi, pour que nos téléspectateurs comprennent bien? Ça veut dire que selon vous, l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne va changer quelque chose, mais à l'avantage ou au désavantage des pays ACP? C'est ça qui est intéressant à savoir. Non, l'exercice ou la mise en œuvre du budget de l'enveloppe financière réservée aux ACP reste la même. Elle reste la même, donc rien ne change. Rien ne change. Alors, monsieur l'ambassadeur, alors vous, je rappelle aussi que vous êtes actuellement candidat aussi au poste donc, de secrétaire général du groupe ACP, oui. Donc ici, qui va s'occuper de la gestion de toutes ces relations entre le groupe ACP et l'Union européenne. Est-ce que vous partagez ces inquiétudes de la société civile et du côté africain, ce qu'on a entendu en disant mais Lisbonne ne mentionne pas de façon spécifique l'accord de Cotonou et les ACP, c'est inquiétant pour nous parce que ça nous fragilise. Oui, je pense quand même il faudrait clarifier, je pense qu'il y a eu une clarification, mais à notre avis il faudrait, et puisqu'il a été reconnu unanimement que nos soucis sont fondés finalement, donc il faudrait quand même qu'on puisse avoir une position de la partie européenne qui soit inéquivoque par rapport à ça. C'est vrai que pour les spécialistes, on dit, bon, on a Lisbonne qui ne cite pas d'ACP, mais on a l'accord de Cotonou qui continue à courir. Bon, donc ça, on peut dire, techniquement, on va se maintenir. Mais la question est de savoir sur quelle base on va se maintenir. Moi, je crois qu'il y en a aussi, il faut reconnaître, il faut être honnête quand même, de dire qu'il y a beaucoup de choses qu'on se demande comment ça va se passer. Mais c'est vrai aussi. Quoi, on est dans une zone d'incertitude, là? En quelque sorte. C'est-à-dire, on maintient le statut, mais qu'est-ce qui va changer? Qu'est-ce qui ne va pas changer? Parce qu'une des questions importantes, quand on parle de développement, notamment, c'est la prévisibilité. Et au-delà de la prévisibilité, c'est la flexibilité. Ces deux piliers sont très importants pour le développement. Alors, ce qui a été nommé, par exemple, par la question de la budgétisation du Fed, c'est quelque chose qui n'est pas tout à fait clair, mais qu'on pense que pourrait y arriver. En quoi cela pourrait être négatif? Cela peut être négatif parce qu'on parle de budgétisation, on dit les ressources allouées par une année doivent être épuisées. Oui. Si vous ne l'épuisez pas, vous la perdez. Tandis qu'auparavant, ça ne se passait pas comme ça. Elle transitait pour l'année suivante. Bon. Et là, la réponse de l'Union européenne n'est pas claire. Non, là, on n'a pas encore discuté, mais c'est quelque chose qu'il faudrait bien savoir comment on est. On reconnaît, parce que la partie européenne a fait un effort énorme dans le changement des modalités. Donc, maintenant, on a une aide budgétaire. Ça dépend des conditions du pays, et donc elle peut être sectorielle, elle peut être générale. Et ça, il faut le reconnaître que c'est un avancée, ce qui a permis d'ailleurs qu'on a atteint les taux de décaissement en 2 ans. Mais ça, c'est important à discuter parce que ça, c'est important pour la planification des pays. Mais il faut garder la flexibilité. C'est-à-dire qu'on a certaines incertitudes, qu'il faut continuer le dialogue, qu'on s'interroge, je pense qu'avec beaucoup de raisons, mais que quand même, cela constitue une opportunité de rehausser le dialogue politique entre les deux parties, entre les ACP, parce qu'on est des partenaires, entre les ACP et la partie européenne, dans le sens d'éclaircir et de résoudre ensemble certains problèmes qui peuvent se paraître pour le bien commun. Alors, Monsieur Rüdischhauser, est-ce que cette incertitude, ce flou artistique dans lequel semble dire qu'on est vos partenaires africains, vous n'êtes pas d'accord là-dessus, vous ? Je pense que la crainte n'est pas justifiée parce qu'il n'y a pas de changement dans l'engagement politique de l'Europe vis-à-vis des pays ACP. Les questions qui ont été évoquées concernant la budgétisation du Fed, et je pense qu'il faut un petit peu expliquer de quoi il s'agit. Il est vrai qu'il y aura quelques changements si on budgétise le Fed, mais ces changements seront tout à fait gérables. Ils pourront même conduire à des améliorations. D'abord, pourquoi est-ce que le Fed est en dehors du budget communautaire? Oui. C'est très simple, parce que le budget communautaire, les États membres y contribuent
par rapport à une clé de répartition qui est beaucoup basée sur leur taille relative et de leur produit brut intérieur. Le fait, quand il a été créé sur une base que les pays européens qui avaient beaucoup de colonies contribuaient beaucoup plus que d'autres pays qui n'avaient pas ou peu de colonies. Donc la clé de répartition, de contribution des États membres était très différente pour le fait par rapport au budget communautaire. Et donc il est clair que si on budgétisait le fait simplement comme ça, la charge changerait beaucoup pour les États membres. Maintenant, sur les dernières, déjà les 2 dernières Fed, cette clé de répartition a été rapprochée à la clé de répartition du budget communautaire. Et donc, si on le budgétise en 2013 ou en 2014 pour la prochaine période financière, les changements seront relativement petits. Et d'ailleurs, l'avantage sera que aussi les nouveaux États membres, les 12 nouveaux États membres, commenceront également à contribuer au Fed. Ça, c'est un point. Et ça, c'est la raison pour laquelle, jusque maintenant, le Fed était en dehors du budget communautaire. Okay. Deuxième question, deuxième question, c'est très simple. C'est vrai que le budget est mis en œuvre par une annualité du budget, ce qui n'était pas le cas du Fed, mais pour le Fed, ce n'était pas nécessairement un avantage parce que ça a conduit à des retards énormes de la mise en œuvre. On peut très bien gérer l'annualité du budget comme on le gère pour tous les programmes communautaires. Nous ne perdons pas de l'argent. Nous devons simplement adapter un petit peu nos procédures pour nous assurer d'engager l'argent dans l'année budgétaire. Mais je vais justement vous faire un petit exemple. Je vous ai dit que nous avons en 2 ans engagé 40% du 10e Fed. Une fois que le Fed sera budgétisé, on va pouvoir engager par année ce qui est prévu dans le budget. Donc, il y aura quelques changements. Le mode de gestion changera, mais l'argent restera le même. Les montants sont à négocier, mais ils seront sans doute comparables à ce qu'on a aujourd'hui. Alors, peut-être passons, Alexis, très bref. Je voulais poser la question concernant ce qu'on appelle les engagements dormants. Parce que la Guinée équatoriale... Non, mais pas trop technique, Alexis. Mais c'est très simple pour y répondre. En effet, nous avons rattrapé sur le 9e Fed tous les engagements qui existaient avant ont été reportés sur le 9e Fed et tous les sommes sont engagées aujourd'hui. Il n'y a plus de reste à engager. Le 9e Fed plus tous les restants des Fed précédents ont tous été engagés à même pas 2 millions près sur des milliards. Tout a été engagé, tout sera mis en œuvre. Et la budgétisation ne va pas, comme vous avez dit, conduire à ce qu'il y ait des restes non utilisés. Les procédures permettront, d'ailleurs, ils nous forceront même, d'utiliser l'argent quand il est là. Et donc, les pays ACP ne perdront pas par la budgétisation. J'ai dit, les procédures vont changer un petit peu, mais tout ceci est tout à fait gérable et à gérer tous les jours. À l'aune de la pratique. Un commentaire bref pour qu'on puisse passer à la partie commerciale qui est très importante, notamment les APE. Oui, sur le financement du développement, je suis tout à fait d'accord en général avec ce qui a été dit ici, mais il y a des questions qui sont importantes, notamment en ce qui concerne le dialogue et la réalisation pour la société civile en termes de développement. Quand on parle que la procédure d'un projet prend 2 ans, prend 3 ans, c'est-à-dire que c'est très difficile à justifier. C'est très long. Et ça nuit, le poids de la bureaucratie, ça nuit en quelque sorte à l'efficacité. Il y a la question de la bureaucratie européenne qui est en fait un grand problème. Et là, évidemment, les ACP ne peuvent pas s'opposer, mais peuvent démontrer que nous ne sommes pas satisfaits avec la longueur des procédures. Parce qu'effectivement, la bureaucratie est énorme, la machine est grande, est lourde. Et quelle solution vous apportez, vous, là, en tant que, candidat, par exemple, secrétaire général de l'ACP? Qu'est-ce que vous pouvez faire comme proposition à vos partenaires européens pour que, justement, les choses aillent plus vite et soient plus efficaces? Là, c'est la procédure qu'on a déjà entamée et qu'il faut augmenter. C'est l'aide budgétaire. C'est la façon la plus facile de faire les décaissements. Alors, expliquons en 2 mots. L'aide budgétaire, c'est ce que l'aide confiance, comme l'appelle Louis Michel, l'ex-commissaire européen, c'est-à-dire on donne de l'argent, non pas sur des projets, mais aux pays, en les responsabilisant, qui vont le gérer eux-mêmes. Et qui va faire les projets. Exactement. Exactement. Et ça, c'est la question. L'appui doit être plutôt sur des questions institutionnelles qui puissent aider les pays à gérer bien cet argent, à assurer une certaine transparence, parce qu'on a une société civile, on est responsable devant la société civile aussi, et donc il faut que
les processus soient transparents. Je pense que ça, c'est normal et ça fait partie des règles. Donc, mais il faudrait travailler dans ce sens. Il faudrait par contre travailler aussi dans le sens que le rehaussement du dialogue politique peut nous permettre d'y arriver à des positions qui seront plus consensuelles, à des positions d'une majeure confiance entre les deux parties pour qu'on puisse faire des avances dans le sens du financement du développement. Alors, société civile, on parle de besoin de transparence, d'exigence même de transparence. Alors vous, comment vous vous situez dans ces accords ACP? Oui, merci. Je suis vraiment heureux d'entendre son Excellence faire allusion à la société civile. Mais j'aimerais aussi dire que avant qu'on y arrive, il serait préférable que beaucoup de pays puissent au moins mettre en application l'article 6 de l'accord de Cotonou. C'est quoi cet article 6 qui reconnaît la société civile et qui demande à des États de définir, parce que très souvent, la notion a été mal perçue. On a souvent considéré la société civile comme étant les déboulonneurs de pouvoir. Donc, il est dit que c'est à l'État de mettre les conditions de créer des lois de reconnaissance de ce qu'est la société civile dans chaque État. Donc, à ce moment-là, on va responsabiliser la société civile. Sinon, quel cas, ça sera un slogan creux. Ben, on pourrait aller plus loin. Je crois qu'on arrivera sur les débats là-dessus. Aujourd'hui, quand il y a la question de la budgétisation, c'est très bien. Mais on peut faire les tours sur les 79. J'enlève l'Afrique du Sud qui ne marche pas au budget fait. Combien des États ont rempli l'article 6? C'est-à-dire parce que cet pour que la article société civile qui permet de promouvoir la société civile, lui donner son rôle. Oui, il faut donner les rôles. Quel est votre verdict? Soyez franc. Vous dites sur les, mis à part l'Afrique du Sud, sur les 79 autres États. Non, je ne compte pas l'Afrique du Sud. Voilà. Sur les 78, combien quel est votre verdict? Je dirais même 5 ou 6. 5 ou 6. Ouais. Donc c'est la faute des États. C'est pour ça que nous avons besoin maintenant d'un secrétaire général technique et pas politique. Les politiques ont fait l'État. Maintenant, c'est technique. Parce qu'on a besoin qu'un secrétaire général puisse à chaque fois rappeler les accords. Si nous signons des accords, mais c'est pour que ça soit mis en œuvre. La question que moi j'ai envie de poser, c'est justement, ça va dans le même sens. On parle ici d'accords entre l'Union européenne et les pays ACP, mais il y a aussi le partenariat qui a été signé notamment à Lisbonne entre l'Union africaine et l'Union européenne. Mais comment les deux choses s'articulent? Est-ce qu'il n'y a pas télescopage des deux choses, des deux accords? Est-ce que le fait que le partenariat entre l'Union européenne et l'Union africaine ne se substitue-t-il pas à l'accord entre Union européenne et ACP? Parce qu'on voit que dans le groupe ACP, l'Afrique représente le poids le plus important. Monsieur Rudy Scholz. Non, ce n'est absolument pas le cas. Je pense qu'il faut bien faire la distinction. L'accord de Cotonou, donc le partenariat entre l'Union européenne et les pays ACP, est un cadre légal. C'est un accord, comme monsieur l'ambassadeur l'a dit, c'est un traité international qui est un cadre légal. Le partenariat qui a été signé avec l'Afrique, il faut bien dire toute l'Afrique, et l'Europe à Lisbonne est un cadre politique. C'est un accord sur un certain nombre de choses que l'on voudrait faire de façon commune. Il est vrai qu'on l'appelle aussi partenariat, mais c'est un partenariat politique qui n'a pas une base juridique. C'est simplement une déclaration conjointe de volonté de faire des choses ensemble. Et donc, ce sont deux choses différentes, mais qui bien sûr sont liées les uns aux autres, puisque la grande plupart des pays africains qui ont été présents à Lisbonne, bien sûr, hors les pays nord-africains, sont aussi des pays ACP. Donc il est clair que les deux ont chacun leur rôle à jouer, mais dans cette distinction que j'ai faite, et c'est d'ailleurs un aspect que nous avons proposé d'introduire dans la deuxième révision de l'accord de Cotonou, qui actuellement se négocie et dont j'ai le plaisir d'être le négociateur en chef pour le côté européen. Mais pourquoi je pose cette question? Parce que ça rentre en jeu notamment sur l'aspect commercial.
notamment l'accord de Cotonou, l'aspect commercial. Et alors on parlera de ce qu'on appelle les APE, les accords de partenariat économique. On en parle souvent sur Vox Africa. Pourquoi? Parce que ça pose problème. Ces accords de libéralisation, si on veut, entre l'Europe et justement ces pays ACP, pour faire évoluer ces rapports commerciaux un petit peu privilégiés, mais les faire correspondre aux normes, si on peut dire, de l'OMC. Mais de ce point de vue, en concernant les pays africains, il y a une certaine résistance de la part de l'Union africaine, parce que l'Union africaine a le leadership, notamment concernant l'intégration des pays africains, et elle dit qu'il y a en quelque sorte perturbation par les APE. Alors je voudrais avoir un peu l'avis de vous tous ici sur le plateau. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que, de point de vue commercial, les APE, si vous voulez, viennent un petit peu péricliter ce que fait l'Union africaine et que ACP et Union africaine ne vont pas dans le même sens? Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur l'ambassadeur? Bon, je crois que la question, elle peut être vue de cette façon-là, mais je ne la vois pas tellement de cette façon. Mais c'est un discours qu'on entend, notamment de la part de l'Union africaine, qui dit que, par exemple, les APE désintègrent l'Afrique, alors que l'Union africaine cherche à intégrer l'Afrique. Oui, ça c'est vrai. Ça c'est une question qu'on peut... je pense qu'on aura l'occasion et le temps de le mettre ensemble. Parce que la question est déterminée, parce que dans l'accord de Cotonou, on a déjà la régionalisation et l'intégration. Et donc là, quand on parle d'APE, sur le point de vue commercial, on est d'accord. Le problème est quand on veut rassembler les États, la configuration des États. D'ailleurs, il y a eu des problèmes pour la configuration de certaines régions en Afrique, notamment pour l'Union africaine, il y a les 4 régions. Oui. Enfin, les 4 ensemble. Bon. Voilà. Alors, pour les APE, c'est pas la même chose. Oui, mais c'est vrai, parce que vous avez déjà une division entre les pays africains du Nord et les pays africains du Sud, Sub-Sahara. Donc, on a déjà une différence, parce que les pays du Nord sont dans la politique de voisinage. Oui, de la Ils sont dans la Méditerranée. Méditerranée. Tandis que les autres sont sur le FED. Il y en a déjà une différence. Donc il y a des problèmes à régler à l'avenir, certainement. Il y en aura un dialogue à établir là. Mais la question des APE, surtout, c'est une question que les APE doivent être vus comme un instrument de développement et pas seulement une question commerciale simple. Parce que là, le grand problème est là. Il nous faudrait des moyens additionnels. Il nous faudrait, par exemple, au niveau ACP, d'avoir une possibilité d'établir une coordination pour que le groupe à Bruxelles, et c'est là que je vous réponds à votre question, parce que le groupe à Bruxelles puisse aussi savoir qu'est-ce qui se passe et essayer de prendre des synergies. C'est-à-dire, si une région avec un APE a eu un problème, l'autre région a eu un problème différent sur la même matière, il faudrait quand même que quelqu'un puisse coordonner et que puisse exposer aussi à la partie européenne et essayer d'avoir ce rôle central qui ne serait pas vraiment une coordination, ça serait plutôt une information, puisque les APE sont célébrés avec les sous-régions, avec les régions, et pas avec le secrétariat ou pas avec les ACP en tant que tel, avec des pays, des groupes de pays ACP, mais pas le secrétariat ACP. Parce qu'il faut quand même il y a une procédure. Faire la différence. Oui. Alors là, je pense que le problème, c'est que la partie européenne nous a toujours dit qu'il y aurait des moyens additionnels pour les APE. Et ça ne vient pas. Et ça je ne veux pas dire que ça n'existe pas. Mais ça, c'est parce que vous êtes diplomate. Oui, mais il y en a effectivement une certaine difficulté. Et la difficulté première vient du fait qu'il faut reconnaître une chose par rapport à la plupart, et on parle ici d'Afrique, on pourrait parler du Pacifique et des Caraïbes, qui sont des réalités un peu différentes, mais qu'on a une difficulté de fond. C'est que la plupart des pays africains n'ont pas les moyens pour eux-mêmes de comprendre et d'entreprendre une politique, une vraie politique commerciale. L'Union européenne va dire, bon, on le fait avec les groupements et avec les organisations d'intégration. Ça répond à une partie du problème, mais la question de fond demeure, parce que même ces organisations ont des faiblesses énormes, et parce qu'elles n'ont pas les outils. Elles n'ont pas les outils, elles ne comprennent pas suffisamment les enjeux, et donc il y a, disons, une difficulté à faire passer le message entre les pays qui constituent la sous-région, entre l'autorité et les pays de la sous-région, et finalement entre le groupe et la partie européenne. Donc,
Pourquoi? Parce qu'effectivement, on a besoin d'avoir une meilleure connaissance commerciale, une meilleure capacité institutionnelle et aussi une meilleure compréhension de tous les enjeux. Et ça, c'est la question, l'enjeu fondamental est lequel? L'enjeu fondamental est le développement. Et le développement. Alors, la résistance, c'est qu'on ne veut pas compromettre le développement. Exactement, au prix des accords de commerce. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Alexis, justement, par rapport à ces APE? Il y a une formidable résistance, plus qu'une résistance de la part de l'Afrique. Les milieux économiques africains, notamment, ne sont pas pour, et l'Europe, pendant ce temps, est en train de faire du forcing. Est-ce que vous pensez que c'est aussi... Moi, je crois qu'il y a une difficulté structurelle. Oui. C'est le fait que les pays ACP, ou les pays d'Afrique, sont dans deux catégories différentes. Les pays à revenus intermédiaires, par exemple le Gabon, par exemple le Cameroun, par exemple le Congo-Brazzaville, qui produisent du pétrole, qui peuvent se passer largement des APE. Il y a les pays qu'on appelle PMA, les pays les moins avancés, qui bénéficient de l'initiative tout sauf les armes, dont les produits peuvent rentrer sur le marché européen sans droit de douane. Donc on n'arrive pas à gérer ces deux groupes. C'est pour cela que l'intérêt des pays africains en tant qu'ensemble est moindre par rapport aux APE, pour la mise en œuvre des APE. C'est pour ça que ça traîne et ça va durer le temps que ça va durer, parce que les APE devaient entrer en vigueur à partir du 1er janvier 202008. Bien sûr. Ce n'est pas Mais le on a le temps. Il paraît que selon même les accords de l'OMC, ça presse pas. On peut négocier. Non, c'est-à-dire en ce qui concerne l'OMC, l'Union européenne essaye toujours d'obtenir des dérogations, c'est-à-dire des conditions telles que les accords, donc les accords partiels, qu'on appelle les accords intérimaires de libre-échange compatibles avec l'OMC, soient effectivement compatibles avec les règles de l'OMC. C'est-à-dire qu'on parle, les accords partiels concernent seulement les marchandises, ne concernent pas les services, ne concernent pas les investissements. Et les marchandises, c'est-à-dire les produits qui sont produits exportés par les pays africains, les produits agricoles, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Ghana, ce sont ces produits-là qui peuvent continuer de bénéficier des droits qui sont compatibles. Mais donc avec... pour vous, si ça bloque, ça vient surtout attendez, ça bloque, ça vient surtout du côté africain. Non, ça bloque. Il y a un intérêt moindre à vouloir signer rapidement ces accords. Parce qu'il y a justement deux types de pays africains. Le Gabon, la Côte d'Ivoire. Non, le Gabon, le Cameroun et par exemple. Et le non, les pays producteurs de pétrole. Ah oui, vous parlez des pays producteurs. Le Gabon, le Congo-Brazzaville, ils n'ont pas besoin de ça. Voyez-vous. Ok. Une réaction, vous, société civile. Oui, voilà. Quel regard vous avez sur ces APE? D'abord, je veux préciser une chose. Je ne pense pas qu'il y ait des pays qui aimeraient rester éternellement des PMA. Alors, les pays moins avancés. Ben oui, ça, je ne vois vraiment pas lesquels. S'il y a des pays qui sortent de guerre et qui préfèrent rester dans cet état-là, je crois qu'ils ne rendent pas service à la population. Mais je vais revenir sur un fait n'ayant pas participé aux négociations, ce sont les politiques qui négocient. Mais je me dis, quand il y a un accord, cet accord est lié à toutes les parties prenantes. L'Union africaine, monsieur vient de le dire, je crois que c'était déjà depuis la révision de 2005, on y faisait déjà allusion, l'Union africaine sera dans l'accord de Cotonou comme une région à part entière. Cela veut dire que les accords de Cotonou, l'article 36.4, c'est depuis 2000 que cela a été signé. Et je pense qu'à ce moment-là, l'Union africaine aurait pu tirer la sonnette d'alarme en disant « Attention, vous venez de signer votre accord de Cotonou. Dans cet accord, il y a des APE qui risqueraient carrément de démanteler les efforts que nous mettons au niveau pour de l'intégration. Voilà, ça n'a pas été fait. Et maintenant, la question que je me pose, l'Union africaine qui va entrer dans cette nouvelle révision, ces accords lieront-ils l'Union africaine, oui ou non? Ça, les juristes pourront nous le dire. De deux, quand vous regardez, que ce soit au niveau de l'Union africaine, les intégrations régionales, mais nous avons des pires difficultés. N'allons pas loin, je prends seulement l'Afrique centrale. Regardez un peu l'Afrique centrale, combien? Tantôt c'est la CEMAC, tantôt c'est la CEAC. Mais quand vous regardez la CEAC, il y a le Rwanda qui n'est plus dans la CEAC. La RDC... C'est ce qu'on appelle la polygamie institutionnelle des pays africains. On appartient à plusieurs ensemble. On verrait comment nous allons avancer avec les APE. Mais
nous avons de fortes craintes que, c'est vrai, les négociateurs, à un moment donné, nous avons entendu dire qu'il y aurait des fonds additionnels sur les questions Mais est-ce que vous du partagez développement. le point de vue de l'ambassadeur qui dit qu'il y a des lacunes, même, on peut dire techniques, au niveau des pays africains qui ne comprennent pas non plus les enjeux, donc au point de vue politique, et qui n'ont peut-être pas les moyens de mener les négociations. Ça, nous les reconnaissons, parce que c'est toujours au bout du compte qu'on se rend compte que, tiens, il y aurait telle difficulté et autres. Je prends le cas du traité de Lisbonne. Les Européens ont commencé à parler depuis longtemps. Mais du côté ACP, nous n'avons pas lu ce traité. Peut-être qu'à ce moment-là, on aurait dit à nos partenaires, tiens, mais on n'apparaît nulle part. Bon, mais monsieur vient de nous donner des garanties. Moi, je dis, nous avons entendu dire au départ qu'il y aurait des fonds additionnels qui accompagneraient la question du développement. Bien entendu, le discours politique, il est ce qu'il est. À un moment donné, l'Union européenne a dit non, il n'y a pas de fonds additionnels. Allez voir le compendium, allez voir ceci, cela, allez voir cela. Bon. Mais nous, société civile, notre point de vue est simple. Vous signez des accords. Il n'y a pas d'outil de production. C'est la population qui va trinquer. C'est la population qui ne pourra pas s'en sortir. Or, il n'y a pas de possibilité de développement. Que deviendrons-nous? Nous serons les consommateurs éternels. Alors, monsieur Rüdighauser, après avoir entendu tout ça, ce qu'on peut se demander aussi... Permettez-moi d'ajouter quelques éléments. Oui, non, mais ce qu'on peut ajouter aussi, pour jeter une pierre un petit peu dans le jardin de l'Union européenne, c'est que on a parlé des lacunes au niveau de la négociation de l'Afrique. On a parlé des problèmes de l'Afrique avec cette intégration multiforme, si on peut dire multidimensionnelle, où des pays appartiennent à plusieurs ensembles à la fois. Ça fait qu'on ne sait plus très bien avec quelles règles on doit jouer. Mais de la part de l'Union européenne, vous jouez aussi de ces divisions africaines. Parce que, par exemple, quand les ensembles, au niveau de la CEMAC, par exemple, n'ont pas encore signé, et comme l'a dit M. l'ambassadeur, c'est avec les ensembles sous-régionaux que doivent entrer en vigueur, que doivent être, si vous voulez, mettre mis en application les APE, vous faites signer des accords intérimaires avec certains pays. Pourquoi? C'est un peu pas pour mieux diviser, pour mieux régner? Absolument pas, c'est très très simple. D'abord, il faut bien dire que on a toujours laissé à nos pays partenaires de se regrouper pour ces négociations. Ce n'est absolument pas l'Union européenne qui a dit un tel pays doit négocier dans tel groupement. Et d'ailleurs, c'est cela qui a donné justement l'occasion à certains pays de se réorienter. Donc ce n'est pas nous qui avons décidé, ce sont les pays partenaires qui ont décidé dans quelle formation ils veulent négocier. Alors pourquoi on a signé des accords intérimaires aussi avec certains pays? Simplement parce que on devait rencontrer les intérêts de ces pays. S'il y a des pays exportateurs, ils perdaient automatiquement au 31 décembre 2007 l'accès préférentiel à l'Union européenne. Donc c'est dans l'intérêt des pays qu'on leur a proposé de signer même individuellement, si le groupement n'était pas prêt, ces accords pour conserver leur système préférentiel. Donc ce n'était absolument pas notre intérêt, c'était dans l'intérêt du pays pour aller plus vite et pour respecter l'accord avec l'OMC et qui nous a permis de continuer à importer sans droit de douane les produits de ces pays. Donc ça c'est une question tout à fait intermédiaire mais qui était très nécessaire pour les pays qui effectivement savent exporter des produits vers l'Union européenne. Alors, sur deux autres questions. Sur l'outil de production qui n'est pas assez solide en Afrique et qui risque justement, en signant les APE, de laisser l'Afrique un petit peu à la merci de la consommation éternelle des produits qui viennent de l'Occident. Non, tout à fait. Non, je pense qu'il faut voir cela différemment. D'abord, je pense qu'il faut d'abord dire une chose générale. Les APE sont très mal connus et c'est notamment la société civile, et ce n'est pas une critique, c'est normal, la société civile qui a eu une très mauvaise compréhension de ce qui était l'intention des APE. Parce que l'intention des APE était de conserver, au-delà du 31 décembre 2007, l'accès préférentiel à l'Union européenne pour les produits de leur pays. 1. 2, de promouvoir l'intégration régionale en Afrique notamment. Le fait est que les APE obligent effectivement les pays africains, mais sur une période de 20 ans, de baisser leurs droits de douane.
Mais pourquoi est-ce que nous sommes pour que les droits de douane soient baissés? C'est parce que les pays africains, entre eux, se tuent et tuent leur économie avec des droits de douane trop élevés. Ce que nous avons fait en Europe et dans le reste du monde, il y a 20 ou 30 ans, les pays africains doivent le faire. Ils doivent terminer à taxer trop les importations. Pourquoi vous ne les laissez pas le faire à leur rythme? Promouvoir la création de marchés plus grands. La plupart des pays africains sont trop petits, donc il faut créer des marchés intégrés, plus grands, pour que l'économie africaine puisse se développer. La crainte de voir l'Afrique inondée de produits européens, elle n'est pas fondée d'abord parce que le démantèlement des tarifs est fait sur des très longues durées. Il peut exclure des produits qui peuvent menacer des productions africaines. Et de toute façon, disons-le, l'Afrique n'a pas les moyens d'importer assez de produits. Donc c'est même dans l'intérêt de l'Afrique de pouvoir importer. Il faut évidemment changer les régimes fiscaux, il faut changer les budgets nationaux, des droits d'importation vers des taxes, vers une taxation indirecte, comme les autres pays du monde l'ont fait. Donc est-ce que ce n'est pas l'intérêt de l'Afrique aussi de créer des producteurs en interne? Mais absolument, le but justement des APE serait ça risque de tuer justement la genèse de ces entreprises. Absolument pas, c'est d'attirer des investisseurs. Regardez, l'Afrique reçoit 1% de l'investissement mondial en Afrique. Donc, ce qui manque, c'est l'investissement en Afrique. Et une autre intention des APE, précisément, c'est d'attirer des investisseurs en créant des marchés régionaux, en créant des règles stables qui permettent aux investisseurs de venir. Et un dernier mot sur les fonds pour soutenir les APE. Il faut quand même corriger. L'Union européenne a mis très clairement sur la table des moyens supplémentaires de 2 milliards rien que pour soutenir la mise en œuvre des APE. À côté de ces 2 milliards, dont une grande partie a déjà été payée, une autre partie n'a pas été payée. Pourquoi? Parce que les APE ne sont pas signés et ces moyens viendront en aide à la mise en œuvre des APE, mais d'abord ils doivent être signés. Mais est-ce que du côté de l'Union européenne, parce qu'on va repartir, donc on peut admettre, enfin, en tout cas on entend vos arguments, mais ce qu'a dit monsieur l'ambassadeur Ferreira, c'était notamment le fait qu'il y a une sorte de tension entre un objectif de développement et un objectif commercial. Et ce que veulent les pays ACP avant tout, c'est maintenir le cap sur l'objectif de développement. Est-ce que les APE vont dans ce sens-là? Absolument, c'est les 80% des APE. Les APE, c'est à 20%, c'est le régime commercial brut. C'est-à-dire les droits, les limitations de quantité. Le reste des APE, c'est quoi? C'est la création de marchés régionaux, c'est la création d'un climat d'investissement, c'est la promotion de unions douanières, c'est la promotion de fonds régionaux de développement économique qui d'ailleurs sont soutenus par un autre volet de 1,7 milliard dans le 10e FED. Donc les 80% des APE, c'est justement le développement. En fait. C'est ça que vous voulez nous dire. C'est ce que je disais, que malheureusement, et surtout dans la société civile, tout ceci a été trop mal communiqué. C'est un dialogue de sourds. C'est vous, M. Moudeuil, qui ne voulez pas entendre ce que vous dites. Les arguments semblent clairs, là. Vous êtes de mauvaise foi. Très vite, je laisse la parole à l'ambassadeur. Mais je suis content d'apprendre que c'est grâce à la société civile que la communication ne passe pas. Ah oui. Mais quelle responsabilité vous avez sur vos épaules. C'est très bien comme ça. Comme ça va permettre à ce que les décideurs puissent changer quand même de fusil d'épaule, savoir communiquer d'abord. Parce que quand ils ont signé cet accord de Cotonou, la société civile n'était pas autour de la table. La société civile ne savait même pas qu'il y avait les APE dans l'accord de Cotonou. La société civile ne savait même pas qu'elle allait apparaître à l'article 6. Jamais. C'est après avoir signé qu'on s'est rendu compte que nous y sommes. Et à ce moment-là, on attire l'attention en disant, écoutez, vous avez signé, c'est très bien, mais l'application, elle se fera comment? Et là, je suis vraiment content que la Commission reconnaisse quand même le rôle de la société civile. Mais vous êtes d'accord pour faire des efforts pour tenter de mieux comprendre? Je suis à peine ironique, mais je veux dire, pour faire des efforts et mieux expliquer à vos amis l'intention même profonde des APE. Comment voulez-vous, si je dois expliquer à un paysan analphabète, que dirais-je, si déjà moi-même, on ne m'explique pas bien un accord qui est fait? En votre nom? En notre nom et au nom des paysans. Vous voyez déjà la suite.
Alors, vous, monsieur Lambassa, est-ce que vous êtes convaincu par les arguments de monsieur Rudischhauser? Je dirais que je ne suis pas convaincu, ce n'est pas la question, c'est plutôt que je ne vois pas dans la pratique beaucoup de choses qui ont été dites. C'est-à-dire, ce que je veux dire par là, c'est que d'abord, il faut élucider une question. L'Union européenne se dit toujours, et la Commission particulièrement, se dit toujours favorable à l'intégration régionale. Et la présente comme étant la meilleure des choses. Nous sommes d'accord, mais il faut reconnaître une chose, c'est qu'avant l'Union européenne, les pays avaient pris connaissance de cela et ont institué leurs organisations sous-régionales. Donc ce n'est pas un fait nouveau. Et si l'intégration régionale n'a pas avancé, c'est parce qu'elle avait des problèmes. Alors la question est que on veut, en disant que je suis en train de promouvoir l'intégration régionale, avec l'APE, je vais résoudre le problème. Non, erreur, faux. Parce que d'abord, il faut résoudre le problème interne à cette sous-région, soit au niveau politique, soit au niveau de réglementation. Parce qu'il y a un grand problème. Je ne vais pas rentrer dans les problèmes. Mais ça, c'est un problème, si je puis dire, de la partie ACP, de la partie africaine. Voilà. Et c'est en plus, j'attire un peu l'attention aussi, parce que la question de l'Union africaine, c'est une affaire entre Africains. Exactement. Les sous-régions africaines doivent discuter et trouver les moyens, d'après les objectifs politiques qui vont être établis au niveau de l'Union africaine, pour régler ça. Il ne faut pas appeler les autres, ni il ne faut pas non plus jeter les pierres sur les autres qui sont en train de nous faire, parce qu'ils ne sont pas nos pères. Nous savons décider par nous. Donc ça, c'est notre problème. C'est un fait, oui. Alors maintenant, la question sur que l'accord de partenariat économique peut être bon et peut être mauvais. Je voudrais éclaircir que la plupart sont basés sur les marchandises, mais les services sont ouverts. Les services sont ouverts. Il y a des pays qui s'intéressent. Ils sont déjà ouverts? Vous avez dit non, monsieur Rudischhauser. Ils sont déjà... Non, parce qu'ils se basent d'abord sur les marchandises et après, il y a le volet services. Donc, ça existe. On va le dénégocier, les pays qui veulent bien. Mais face à l'opposition qu'il y en a, et au manque de connaissances, justement, il y a pas mal qui disent « je ne veux pas parler de services ». Bon, il faut respecter quand même. La partie européenne est tenue de respecter. Donc, s'il y a des pays qui ne veulent pas venir sur les services, il n'y aura pas de services pour ces pays. Mais éventuellement, ça pourrait avoir des services pour d'autres. Parce que ce qu'il faut prendre en considération, c'est les spécificités de chacun des pays. Or, il y a des pays qui n'ont pas d'intérêt sur les marchandises, parce qu'ils ne sont pas des exportateurs de marchandises ou de matières premières, mais il y a des pays qui ont intérêt sur les services. Alors, ils doivent être aussi pris en considération. Mais alors, comment on fait? Parce qu'on veut travailler avec voilà, ça c'est une question assez complexe on va prendre beaucoup de temps. En fait, il faut se laisser encore beaucoup de temps. Oui. Est-ce que vous sentez un forcing de la part de l'Union européenne pour les signatures? Je pense que les positions sont bien comprises maintenant. Donc, il faut quand même donner un certain temps et savoir faire et avancer avec le moyen de bord qu'on a. Mais j'ai une préoccupation qui d'ailleurs rejoint un peu la société civile, et c'est la base pour laquelle la société civile est un peu contre, c'est que la réalité des faits, avec au sein APE, à ce moment-là, déjà, les produits agricoles, certains produits agricoles et résultants, soit de l'Europe, soit des États-Unis, arrivent sur les marchés africains à un prix moins cher que celui qui est produit localement. Bien sûr. Et là, on est en train de tuer la capacité de production locale. Ils sont subventionnés. Bien sûr, parce qu'ils sont subventionnés. Bien sûr, et ça c'est précisément une question de développement. Il faut que les producteurs africains puissent devenir concurrentiels et pour cela, ils doivent bénéficier d'une protection. Mais dans les APE, la protection de certains secteurs est prévue. Et la protection à très long terme, donc ce n'est pas, on ne va pas, comme parfois le Fonds monétaire international a pu dire, vous devez baisser vos droits à 0 dans 2 ans. Par exemple, pour les importations du riz. À ce moment-là, bien sûr, le producteur de riz national, qui est peut-être moins concurrentiel, ne pourra plus participer. Mais je voudrais revenir sur une question que l'ambassadeur a dit et qui est très importante. Effectivement, ce sont les communautés économiques régionales, surtout en Afrique, qui doivent
être dans le devant pour l'intégration régionale. Ce n'est pas l'APE qui va faire l'intégration régionale, il va venir en soutien à l'intégration régionale. Mais il y a une question de timing, peut-être que c'est ça. L'Afrique demande peut-être plus de temps. Pour résoudre ces problèmes, comme a dit monsieur l'ambassadeur. Et on a l'impression que l'Europe est pressée. Non, l'Europe était pressée parce que notre dérogation qu'on avait négociée avec l'Organisation mondiale du commerce expirait le 31 décembre 2007. Et donc, comme j'ai dit, on a signé les accords intérimaires sur les marchandises uniquement pour gagner du temps, pour négocier. Et maintenant, de combien de temps on dispose? On a du temps. On n'est pas. C'est vrai que c'est dans l'intérêt de tout le monde d'avancer, mais il n'y a pas d'échéance importante. Mais permettez-moi d'ajouter un mot, parce que l'Union africaine a été citée. Il est vrai que l'Union africaine peut jouer un rôle, mais il faut aussi se rendre compte que l'Union africaine, actuellement, dans ses traités, n'a pas un mandat économique. Donc, si vous voulez, et le comparer avec l'Union européenne, qui a commencé avec un mandat économique, d'intégration économique, l'Union africaine, aujourd'hui, ne l'a pas. Donc, elle peut jouer un rôle, mais un rôle limité sur le cadre réglementaire de certaines choses. Pour le reste, nous devons effectivement négocier avec les communautés économiques régionales qui, elles, ont un mandat pour une négociation commerciale, pour une intégration économique. Donc, il faut bien se rendre compte que l'Union africaine, dans ce domaine, n'a pas la même possibilité. Mais elle n'en a pas les moyens pour l'instant. C'est ça que vous Elle veut de toute façon participer et je pense que ça, c'est tout à fait justifié. Mais réellement, elle veut prendre le leadership. C'est ce qu'on entend dire à part de l'Union africaine. Ils veulent créer les États-Unis d'Afrique. Ils veulent aller de l'avant, je veux dire. Oui, mais ça, c'est le futur. Et juste pour dire, ça vous fait sourire, sur l'intégration régionale, si vous prenez l'Union européenne comme un modèle d'intégration régionale, on a mis 40 ans pour créer le marché unique. Donc, nous sommes bien conscients des problèmes que cela peut provoquer. Ceci dit, tout ce qu'on peut faire pour avancer ne peut que servir aux pays africains pour se développer. Très bien, merci. Allez, en guise de conclusion, je vais vous demander à chacun 1 minute. Alors, quel est justement, vos attentes, vos critiques ou vos espoirs par rapport à ces APE? Pas sur les APE ou en général, je ne sais pas. Non, moi je parle des APE parce que c'est là que le bas blesse, on a l'impression, notamment dans les rapports Union européenne et pays ACP et africains en particulier. Nous aimerions vraiment que cela change dans le sens que quand nous voyons les négociateurs principaux qui viennent ici, vous remarquerez que la société civile n'y est pas. On n'entend pas la société civile. Intégré dedans. Il faut qu'il soit intégré, il faut qu'il soit écouté sur le terrain, quitte à ce que le porte-parole qui vienne ait aussi un point de vue de la société civile. Parce que très souvent, c'est des points de vue politiques et qui font retarder. Je ne vais pas aller plus loin, je vous donne le cas de la région CEMAC. Celle d'Afrique centrale. Ben voilà, oui, la société civile. Je ne fais pas de commentaires, je vous donne ce cas. Très bien, on vous a entendu. Alors, Alexis aussi, une conclusion. Moi, je voudrais évoquer simplement le cas de la Chine, puisqu'on a parlé des investissements. La Chine qui investit énormément en Afrique. On cite souvent le cas de la République démocratique du Congo. Alors, est-ce que l'Union européenne... Non, ne reposez pas une question, hein, parce qu'on ne va pas repartir là. C'était une conclusion, c'était vos attentes ou vos critiques. Je ne souhaite pas qu'il réponde, mais je concernant les APE. Concernant les APE, oui. Donc, moi, je suis très sceptique sur la conclusion des APE. Je suis très sceptique. Ça va prendre le temps que ça va prendre, mais je ne crois pas qu'on arrivera à une conclusion pour la signature des accords de partenariat économique complet par région. Je suis très sceptique. Alors, vous, monsieur l'ambassadeur, candidat pour le secrétariat général ACP, donc vous êtes concerné notamment par cette question des APE, vous avez un peu expliqué votre point de vue là. Quelles sont vos attentes, vos critiques concernant ce dossier? Je dirais que dans tout, il y a une dynamique, il faut être positif et confiant dans la dynamique. Il faut qu'elle nous amène à un monde meilleur et pas à un monde qui soit pire. Bon, donc il faut résoudre le problème et travailler. Pour travailler, il faut obtenir réellement et de façon conséquente des avantages mutuellement intéressants. C'est-à-dire, on me parle de l'argent qu'on a en résumé, qu'on va débloquer, mais qui sort de même enveloppe financière qui était déjà dédiée. Alors là, je pense que la question, on y arrivera, et je pense qu'il faudrait que les intérêts et les spécificités
chacune des sous-régions puisse être prise en considération dans ce dialogue qui est le dialogue existant parce qu'il fait partie du partenariat entre les ACP et la partie européenne. Merci beaucoup. Vous avez pointé du doigt justement ce qui peut apparaître comme une faiblesse institutionnelle et c'est une question ouverte. On en débattra encore bien sûr sur Vox Africa. Merci à tous en tout cas d'avoir participé à ce débat. Peut-être un petit peu institutionnel mais c'est aussi l'occasion d'expliquer des choses très importantes qui commandent, qui dirigent la vie de nos téléspectateurs, notamment ceux qui sont en Afrique, mais dont on parle pas souvent à la télévision. Alors j'en profite aussi pour appeler nos téléspectateurs à pouvoir suivre la chronique dans le magazine Afrique, une chronique régulière notamment faite sur les ACP, donc Afrique, Caraïbes et Pacifique, ce groupe qui a signé un accord de coopération avec l'Union européenne. Merci de nous avoir suivis. À la semaine prochaine. Au revoir.